Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport sur TV 78. L'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local aujourd'hui. Comme toujours, il y aura des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur pour m'accompagner. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Ils sont en pleine forme à l'approche du printemps. Présentation en musique de cette magnifique Dream Team. On commence à ma droite. Musique, il est une nouvelle fois dans cette émission. C'est un pistard de niveau international. Il a été champion du monde de cyclisme sur piste Masters. Il est spécialiste cyclisme, mais il s'y connaît dans tous les sports, en voile, en roller, Pokémon Go aussi. Bon, ça c'est pour la petite blague. Le capitaine Yann Dujarrier est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous ? Bonsoir Mickaël, très bien. Très bien, en forme à l'approche du printemps. Et oui, ça y est, les températures commencent à remonter, on va pouvoir profiter pleinement. Alors on continue notre tour de table à gauche, musique, c'est l'un des piliers de cette émission, c'est l'un des meilleurs journalistes au monde sur le sport italien et sur le sport yvelinois, c'est une véritable légende vivante, c'est notre Gianluigi Buffon à nous, notre Italian lover Grégory Canale est avec nous. Bonsoir Mickaël, bonsoir Yann, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien, au niveau du football italien, puisque c'est ce qui me passionne le plus, on est plutôt sur de bons auspices, avec peut-être un 3/3 à l'heure où on se parle de clubs italiens qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, en 2005-2006. Voilà, l'Italie qui aura peut-être 3 représentants en quart de finale. Je ne vais pas parler trop vite, mais pas comme la France, on en parlera dans un instant, justement. Oui, un petit teasing de votre part, Grégory Canale. On passe de l'autre côté, musique. C'est un petit nouveau, il honore déjà sa 4e sélection dans cette émission. Il est responsable de sponsoring chez Orange en Ile-de-France. Il adore le sport, il vibre pour le sport. Mesdames et messieurs, Philippe Volac nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Philippe ? En plein allant. Comme on dirait hier soir avec 5 buts de Haaland, donc je suis en plein allant. Voilà, et je tiens à le dire, vous êtes l'un des plus sérieux pour préparer l'émission avec Yann, je tiens à le dire quand même. Je sais pas, mais bon, oui, je la prépare parce que bon, j'ai affaire à des... On ne citera pas les mauvais élèves, voilà. Notamment un. Voilà, c'est ça. On passe de l'autre côté à musique, c'est la star de ce plateau, des milliers de fans l'attendent à la sortie de nos studios pour un selfie ou un autographe, ses coups de gueule sont mythiques, ses analyses sont à chaque fois pertinente. Coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous, bonsoir les copains. Alors, la préparation des émissions, j'ai pris pour moi, ça non ? J'ai pas cité on de nom. On est passé 4, hein ? J'ai pas cité de nom. Bon, Grégory, non. Ah, c'était moi. Non, c'est pas vrai. Je prépare ça vraiment très sérieusement. D'ailleurs, je vais vous le prouver dès cette émission, vous allez voir. Les fans qui vous attendent à l'extérieur, vous avez réussi à vous faufiler jusqu'à nos studios. Faufiler, quand vous voyez quand même le profil du personnage pour se faufiler. Alors si c'est faufilé, c'est bien cuit. C'est franchement... Bon, une émission qui commence très fort, vous l'aurez compris. Faufiler... Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va parler de cross-country. Jeanne Lecor, licencié à l'EA 50 ans Yvelines, qu'on a l'habitude de suivre sur TV78, a connu quelques déboires ce week-end lors des championnats de France de cross-country à Carré. La Saint-Quentinoise avait quasiment gagné la course junior dame, mais à 500 mètres de l'arrivée, elle a été victime d'un malaise avant d'entamer le final vers la ligne d'arrivée, comme vous pouvez le voir sur ces images. Elle ne remportera pas cette année son 3e titre, mais rassurez-vous, la championne de 17 ans va bien et elle espère se relever de cette déception. Votre avis sur cette séquence rarissime dans le monde du sport, Grégory ? Déjà, grosse pensée pour elle, parce que voilà, c'est cette défaillance à 500 mètres de l'arrivée, quand le titre lui tendait les bras, ça doit être très difficile pour elle. Et après, voilà, c'est aussi l'exigence du sport de haut niveau, ces impondérables aussi qui peuvent arriver. On a beau se préparer, être au top physiquement, on peut être aussi victime de genre de défaillance. Moi, ça me fait penser notamment sur un autre sport, mais on reste dans les sports athlétiques. Johan Diniz aussi, sur les nombreux Jeux Olympiques où il a connu des défaillances. On se souvient tous de ses problèmes gastriques lors des JO de Rio. C'était assez difficile à voir. Il a eu aussi une nouvelle défaillance à Tokyo. Voilà, dans le sport de haut niveau, c'est des choses qui peuvent arriver.
arriver, qui peuvent sur le coup, alors je sais pas si ça fait sourire, ça peut faire peur, mais c'est des choses qui peuvent arriver, et en tout cas grosse pensée pour elle, parce que ça va être difficile de voir le titre lui échapper de cette manière. Philippe Volac, vous avez regardé la course? Ouais, j'ai regardé la course, j'ai vu le replay et je me suis dit, enfin surtout après au niveau des autres coureuses, ils ont dit que toute la semaine ils pensaient vraiment à la course et tout ça, qu'ils s'alimentaient mal. Ils pensaient qu'à ça, et en fin de compte, je pense que c'est avec le stress en plus, je pense que ça a joué pour elle, ça a joué le stress. Les conditions n'étaient pas bonnes non plus. Hein. La boue, enfin, bon, le cross c'est ça aussi, hein, c'est la boue, c'est tout ça. Mais je veux dire là, je pense que la semaine qui était en amont, je pense que ça a dû jouer. Ouais, voilà. Je pense que c'était trop selon vous, les conditions, le stress. Non, peut-être pas les conditions. Je pense que c'est plus le stress et puis c'est les France quand même, c'est le France. Hein, enfin, quand même, je veux dire donc la pression elle est quand même encore beaucoup plus forte hein, quand même. Mais là en plus qu'elle avait course gagnée, je sais pas si elle savait si elle avait course gagnée parce qu'elle avait quand même beaucoup d'avance qu'elle avait en plus. Peut-être le stress aussi, qu'elle sait qu'elle va gagner. Enfin, il ne reste plus que 500 mètres, hein, donc je pense qu'elle le sait qu'elle va gagner. Et puis voilà, boum, ça s'écroule. Et comme pour dire, celles qui sont arrivées deuxième, ils ont dit j'ai pas gagné la course. Celle qui est arrivée deuxième, elle a dit elle est de Clermont-Ferrand, je crois. Elle a pas gagné la course parce qu'elle dit non, c'est pas moi qui ai gagné. Par contre, elle s'est consolée avec le par équipe parce qu'elle a dit j'ai plus fêté par équipe qu'individuel parce que c'est pas moi qui ai gagné. Mais voilà, on peut pas enlever ça malheureusement. Nigérier. C'est le sport, c'est la beauté du sport, c'est le dépassement. Maintenant, il faut quand même comprendre et savoir pourquoi c'est arrivé. Parce qu'en effet, elle a course gagnée, c'est-à-dire que si elle est en difficulté physique, rien ne lui empêche de lever le pied et de finir les 500 derniers mètres en courant 10-15 secondes de moins. On sait que sur une allure, c'est quand même une grosse différence de dépenses énergétiques, surtout à ce niveau-là. Donc là, en fait, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que... il reste une empreinte dans le cerveau et de se dire est-ce que ça va pas me réarriver. Vous pensez que ça peut la marquer sur les prochaines courses? Oui, bien sûr, ça peut sur n'importe quelle épreuve, bien sûr que ça peut marquer parce que elle pourrait se dire, si elle ne comprend pas ce qui s'est produit, elle pourrait se dire ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Donc là, il faut être capable d'analyser et de peut-être comprendre et ressentir les prémices de ce malaise pour pouvoir l'éviter à nouveau. Parce que c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau comme cette athlète, on est capable de repousser la douleur et de dire non, je veux... Mais là, il y a eu le corps et le cerveau a mis un vrai stop. Un fusible, il a dit là, c'est bon, tu n'avances plus. On l'a quand même très très rarement vu, ou alors des vrais accidents. Donc je pense que là il y a quand même une vraie recherche derrière à faire pour comprendre ce qui s'est produit, parce que oui, comme tu le dis, ça peut être très bien lié à la semaine de préparation et pas seulement à l'intensité de l'effort. Les conditions étaient très très particulières, mais ça reste du cross. Et puis, la gestion de l'effort à ce niveau-là, ils savent ce que c'est, quoi. Donc moi je pense qu'il faut se poser quand même des questions pour éviter que ça puisse se reproduire. Je pense qu'il va l'aider aussi, c'est que la saison de cross se termine. Bien sûr. Et ils vont passer sur la piste, là pour la plupart. Et donc je pense que ça va l'aider à rebondir. Je pense. Oui, c'est pas vrai. Ouais. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour reprendre un peu ce que mes camarades ont dit, c'est que il faut le savoir effectivement, parce que est-ce que c'est physique le problème ou est-ce que c'est dû à une mauvaise préparation? Mental, non, je pense pas que ce soit mental, là c'est purement physique. Mental, quand on est sur le point à 500 mètres de l'arrivée au cross, qu'on gagne, et le mental on l'a. Elle a déjà gagné 2 fois. 2 fois, parce que j'ai bien entendu, c'était son 3e titre d'affilée. Qu'elle pouvait gagner. Éventuellement qu'elle pouvait gagner. Donc là le problème est physique, donc à savoir si c'est un problème physiologique ou si c'est un problème par rapport à la préparation de cette semaine et de cette compétition, comme Philippe l'a avancé. Et c'est là aussi, moi je rebondis, c'est là aussi où l'importance de l'accompagnement du sportif est importante. Parce que est-ce que cette sportive de haut niveau est bien accompagnée? Peut-être pas, parce que si c'est vraiment un problème de préparation avec une malnutrition, entre guillemets, de préparation de ce niveau-là, là il y a quand même quelques questions à se poser pour que justement ça ne se reproduise pas. L'important pour moi, c'est de savoir exactement
enfin pour tout le monde, de savoir exactement le pourquoi du comment cette défaillance, on le voit, c'est une défaillance physique où elle tombe en malaise vagal alors qu'elle a gagné. Donc une question de gestion, c'est pas du tout la gestion, parce qu'effectivement, elle peut très bien couper court et puis finir en roue libre, même en marchant à la limite, et elle gagnait certainement. Donc c'est vraiment un problème physique et le pourquoi du comment, je pense qu'il faut l'approfondir. Mais l'importance aussi de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. C'est là qu'on voit que l'importance de ces gens-là qui sont autour des sportifs de haut niveau. On en parle souvent, on en parle rarement. Ça arrive régulièrement ou pas? Je sais pas, en rugby, vous qui êtes coach de rugby, est-ce que vous avez déjà vu ce type de malaise? Non, mais ça arrive, mais c'est souvent lié justement à des problèmes physiques. À des problèmes vraiment, des problèmes profonds physiques, à des malformations cardiaques ou des choses comme ça. On a toujours vu dans tous les sports, malheureusement, des drames arriver, mais parce que, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit jeune ou senior, à tous les niveaux, on a vu des sportifs avoir des malaises et malheureusement des malaises fatales. Donc mais là, ça arrive pas souvent, heureusement d'ailleurs, heureusement, puisque c'est là qui est là et qui est prédominant la préparation physique des sportifs de haut niveau. Ouais, des petits coups de moins bien, ça peut arriver, même sur les terrains de foot, parce que moi c'est le terrain que je pratique pour le coup. Les KO, c'est vraiment quand il y a des chocs entre les joueurs. Là, un blackout total comme on l'a eu là, moi j'en ai rarement vu, en tout cas pas sur les terrains de football. C'est assez rare, oui. Un peu plus de 6 km pour ceux qui se posent la question de ce terrain de cross-country. C'était une boucle, voilà, c'est donc un peu plus de 6 km. C'est distance. Non, je dirais que c'était plus simple. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de boxe et de la défaite de l'Yvelinois Tony Yoka face à Carlos Takam. Nous parlerons aussi du Paris-Nice 2023 qui est parti depuis les Yvelines. Mais avant de parler de ces thématiques, on va parler du PSG. On va donc parler du PSG, de la défaite du PSG en Ligue des Champions. C'est le thème de votre envolée, Grégory. Absolument. Alors le moment le plus fort de cette émission. Qui arrive très vite aujourd'hui. Qui arrive très vite, ouais, vous montez en grade. Alors là, c'est à vous, quoi. Effectivement, on va parler de cette énorme désillusion. Le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions. Il n'y a pas eu débat face au Bayern Munich en 8e de finale. Bien mieux expérimenté, bien mieux armé pour rêver d'empocher la coupe aux grandes oreilles. Un non-match à l'aller, une défaite 1-0. Les espoirs de remontada semblaient vains au retour au vu des absences, Neymar en premier lieu, et d'une rencontre qui se disputait à l'extérieur. Mais pourquoi pas? Après tout, Paris a bien fait illusion le temps d'une mi-temps contre un Bayern certes appliqué mais pas impressionnant. Les Parisiens ont eu l'occasion d'ouvrir le score, mais Vitinha, seul au but, a été l'auteur d'un raté incroyable. Ajoutez à cela un brin de malchance, la sortie prématurée sur blessure du capitaine Marquinhos, remplacé par Mukiele juste avant la mi-temps, lui-même obligé de céder sa place au retour des vestiaires au jeune Bichuabu, 17 ans, qui se souviendra encore longtemps de son baptême du feu. Parsemez le tout d'erreurs individuelles manifestes et vous obtenez une soirée cauchemardesque. Et cette défaite 2-0 avec un but marqué pour ne rien arranger par l'ex-parisien Choupo-Moting. Une fois de plus, le PSG sort dès les 8e de finale de la Ligue des Champions, la 5e fois en 7 éditions. Une fois de plus, les supporters doivent se contenter de ne jouer que la Ligue 1 cette saison. Le Paris Saint-Germain ou l'art tout simplement de la non-progression en Ligue des Champions malgré la lumière, les stars et les moyens mis sur la table. L'ambition a été affichée par le propriétaire qatari dès son arrivée en 2011, remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, et les premières années étaient plutôt encourageantes, il faut le dire. Certes, le club de la capitale ne passait pas le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions, mais s'était vite installé dans le Gotha du football européen. Des bases saines créées par Carlo Ancelotti, une idée de jeu portée par Laurent Blanc, et puis il y a eu ce tournant en 2017, pour la première fois depuis l'ère qatari. Paris sort dès les 8e de finale, la fameuse remontada face au FC Barcelone, ce naufrage 6-1 au Camp Nou malgré une victoire 4-0 à l'aller. Depuis, les Parisiens tentent de sortir la tête de l'eau à coups de 400 millions d'euros pour Neymar et Mbappé, 40 millions d'euros de salaire pour Messi, un salaire qui est bien sûr par saison, c'est 40 millions par saison. Au total, depuis 2011, c'est 1,5 million d'euros qui a été dépensé par le Paris Saint-Germain pour une balance
balance des transferts négatifs d'1 milliard d'euros. Paris est devenu une marque plus qu'une équipe, au détriment d'un déséquilibre financier, d'un déséquilibre dans son effectif devenu bancal. Les 2 années en trompe-l'œil, 2020 une finale de Ligue des Champions dans une formule inédite, 2021 et l'élimination en demi-finale n'y changeront rien. C'est une triste réalité, la gestion du club est désastreuse. Un exemple parmi tant d'autres, l'affaire Serge Aurier en 2016, un joueur qui insulte son coach, qui est mis au banc de l'effectif avant d'être réintégré très rapidement dans le groupe. Beaucoup trop d'erreurs ont été commises pour progresser et aujourd'hui le PSG, à mon sens, n'a jamais été aussi loin de la cour des grands. Un joueur incarne cette non-progression du côté parisien, c'est Marco Verratti. L'Italien, pourtant pétri de talent, n'a pas vraiment évolué depuis son arrivée en 2012, coupable souvent des mêmes erreurs, tout le temps en train de discuter avec l'arbitre, une hygiène de vie contestable, mais pourtant toujours confortablement installé au sein de l'effectif parisien aux côtés de son compère Neymar, dont on parlait déjà la dernière fois dans le SOP. Contre le Bayern, c'est Verratti qui a perdu 2 fois le ballon, qui amène les buts bavarois. La première perte de balle est criminelle, même si son coach Christophe Galtier a tenté en conférence de presse d'après-match de rejeter la faute sur son jeune défenseur Bichuabu. Vous savez, ce gamin de 17 ans dont je vous parlais il y a un instant, qui faisait ses débuts en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Erreur de gestion, erreur de com, bref, rien ne va plus au PSG. Il est temps de faire table rase du passé et d'enfin faire les bons choix pour remettre le PSG sur de bons rails, faire également la paix avec les supporters passablement agacés, et ça peut se comprendre. Les solutions, je ne les ai pas, peut-être qu'autour de la table vous avez quelques pistes de solutions pour sortir le PSG de cette crise, mais permettez-moi une suggestion et ça va peut-être permettre d'ouvrir le débat. Pas sûr que de quitter le Parc des Princes comme semblent vouloir les dirigeants parisiens soit la meilleure idée pour retrouver l'amour de leurs supporters. Grégory qui a sorti la sulfateuse, vous l'aurez compris, dans cette envolée, on est tous un peu bouche bée autour de cette table. Votre avis tout simplement sur ce coup de gueule et cette élimination, qu'est-ce que vous en pensez? Philippe Volac. No command. Non, bon voilà, il fallait la sortir. Non, mais je veux dire, moi-même qui suis supporter de foot, joueur de foot, je suis déçu. Je veux dire, ça fait 11 ans que le QSI est là. Ça fait la 5e élimination en 7 ans en 8e de finale. Je vois rien progresser. C'est en haut, c'est partout, c'est le banc, on l'a vu, c'est médiocre. On a vu le banc contre le Bayern, quand on voit le banc du Bayern, c'était impressionnant par rapport à qui est rentré. Après, c'est sûr, on va dire que Marquinhos est sorti. Mais Marquinhos est sorti, il n'aurait peut-être pas fallu le faire rentrer, parce qu'à l'entraînement, il a déjà ressenti une douleur, ils l'ont sûrement apaisé, mais au bout d'une demi-heure, il remplace par quelqu'un, Mukiele, qui est aussi blessé. Et 10 minutes après, Mukiele sort à la mi-temps aussi. Après, ils n'avaient peut-être pas le choix. Oui, ils avaient pas le choix. Il y avait un jeune de 17 ans qui aurait pu rentrer, mais après, le départ. Ouais, il y a ça. Et puis après, pour revenir sur le cas Verratti que tu disais, Verratti, on a appris dans la presse il n'y a pas longtemps là que 2 jours avant, à 6h, il était en boîte et il était pas dans son état normal 2 nuits avant. Et il y a quand même quelque chose à faire en haut, à punir. Je sais pas. Il faut tout changer, mais je pense qu'il faut passer par le haut. C'est pas l'entraîneur. C'est sûr que l'entraîneur, c'est l'institution qu'il faut changer, mais on n'a pas l'impression qu'ils veulent changer l'institution au Qatar. Mais quelle est la raison pour laquelle un joueur comme Verratti puisse se retrouver en boîte 2 jours avant un match de Ligue des Champions, aussi important? Comment ça peut lui traverser l'esprit de dire ouais, je vais aller en boîte, je vais aller faire la fête avec les copains? Non mais mec, les gars sont câblés comment ils sont câblés? Où est-ce que ça peut te traverser l'esprit? Moi, même quand je prépare une petite course, mais 2 jours avant, je suis le moine, quoi. Et je pense que... Pour un 5 km, par exemple. Pour un 5 km, par exemple, voilà. On parle souvent de Neymar, mais Verratti, c'est l'autre joueur un peu à l'hygiène de vie douteuse. Quel qu'il soit, de toute façon. Il fume, ça c'est notoriété publique. Voilà, et les deux sont assez amis, d'ailleurs, Neymar et Verratti. Il est souvent dans les bons coups, en boîte de nuit, etc. Mais il fait plus parler de lui en dehors du terrain que sur le terrain. Oui. Et il s'affiche, en plus. Il a été pris plusieurs fois sur le fait. Ouais.
Non mais c'est... Et alors là, c'est pareil, même juste ça. On sait que c'est de la merde pour tout le monde, le tabac. Mais comment je suis sportif de haut niveau, je vais pouvoir me dire, ouais, bah moi je vais fumer et je vais montrer aux autres que... mais non, mais si tu le fais discrètement. Mais en plus, enfin, je vais pourrir mes capacités de toute façon. Enfin, T'en as pas conscience. Mais c'est vrai que pour moi, il incarnait un Non, peu mais il y a un moment- il y a un cette moment- non-progression. C'est quelqu'un de pétri de talent. Le Mais PSG, oui. pareil, il y a un gros potentiel. Mais Et à oui. la fin, on est quand même déçus. On remet pas en cause le talent des joueurs, hein, loin de là, ni de l'entraîneur d'ailleurs. Hein. Mais en effet, là on parle d'encadrement pour la petite jeune, mais là c'est pareil, c'est-à-dire que les mecs, mais c'est même pas de l'encadrement, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. C'est des choses que l'on apprend en école de foot. C'est des choses. Comment ça se fait que les gars puissent se dire, mais moi je suis au-dessus de ça et je suis plus fort et donc je vais pouvoir le faire. Non, c'est pas possible. C'est pas On possible. l'a compris, hein, Yann Dujarrier n'ira pas au Pacha Club juste avant une course de 5 km, en tout cas à l'avenir. Je vais pas au resto avant une course. J'ai refusé un apéro samedi soir parce que je courais dimanche après-midi. Vous voulez pas appeler Marco Verratti pour lui donner des conseils? Jean Miss, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur qui vous tirez à balles réelles? Alors moi, je tire pas spécialement à la règle parce que là, le mal est profond quand même. Et on s'aperçoit à travers le PSG que aligner des stars à côté l'une de l'autre ne fait pas une grosse équipe. Ça, c'est certain. On le sait depuis longtemps. Moi, je l'avais déjà dit sur ce plateau que c'est pas parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde qu'on aura une grande équipe. Je crois que c'est Pelé qui avait dit ça un jour. Mais le fait est quand même que là, le mal est plus profond. Le mal est que le football est un sport collectif et qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir peut-être des stars internationales qui, soi-disant, je dis bien soi-disant, sont les meilleurs joueurs du monde, mais moi, c'est le résultat qui compte. Moi, quand on n'arrête pas de me dire que Neymar, c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais je sais pas, je suis pas un pro du foot, mais quand même, le résultat est que ce mec-là, il joue combien de temps? Il est toujours blessé, et c'est quoi les meilleurs joueurs Après, il du n'était monde? pas là sur le match de Ligue des Non, Champions. mais c'est pas ça. Non, mais c'est un exemple. Laisse-moi parler, toi. Laisse-moi parler, toi. Et je veux dire une chose, c'est que là, le mal est profond. Là, le mal est profond. Pour moi, aujourd'hui, il faut que le PSG fasse table rase et qu'il reparte avec un autre fonctionnement et un état d'esprit mais est-ce qu'ils peuvent le faire de sport collectif. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir. Là, on sait que les milliards, parce que c'est même plus des millions, les milliards ne font rien. Les milliards ne font rien. Aligner des stars l'une à côté des autres, ça fait pas une grande équipe. D'accord? Aujourd'hui, on a des équipes en Ligue 1, c'est Reims, je crois que on en parlait tout à l'heure. Reims, il y a 0 star, et pourtant ils sont à 10 victoires. 19. 19. Enfin, bref, mais il manque un état d'esprit, il manque quelque chose. Et à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, l'échec, il est profond. Il n'est pas sur 2-3 saisons, là. Il y a des investissements financiers qui est là, et en plus, il n'y a pas les résultats. Et en plus, on continue à dire que c'est les meilleurs du monde. Pourquoi voulez-vous, humainement, quand on dit à un joueur comme Neymar, mais t'es le meilleur du monde, mais pourquoi il changerait, quoi? Pourquoi il changerait? Alors que pour moi, c'est une pompe. Alors, pourquoi il changerait, le garçon? Non. Jean, pour te dire aussi, c'est par rapport aussi à pourquoi les entraîneurs, les ex-entraîneurs du PSG et les ex-joueurs du PSG brillent ailleurs. Bien sûr, on l'a Et déjà dit souvent ici. contre le PSG d'ailleurs. Voilà. Le PSG, Non, mais on l'a déjà dit, voilà. combien d'entraîneurs sont partis et ils ont gagné la Coupe d'Europe, le club champion. Donc voilà. Donc, D'autres coupes d'Europe. voilà. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'à un moment donné, alors est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas, c'est pour moi qui ai les clés, mais à un moment donné, je parle du côté sportif, et du côté sportif aujourd'hui, ce canevas ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'ils se posent peut-être les vraies questions. Peut-être qu'ils ont pas besoin autant de stars et d'aligner les millions comme ils font. Il faut peut-être qu'ils prennent des gens qui ont envie de mouiller le maillot. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont changer de système? Ah, ça, je sais pas. Moi, je suis pas catalogue. C'est aussi, ma conviction, il y a encore des fantômes de 2017. Hein, cette remontada, ils errent toujours au sein du PSG, et aussi parce qu'il y a des joueurs qui font toujours partie de l'effectif. On parlait de Verratti, il y a Marquinhos. Même si Marquinhos c'est un joueur sérieux, moi je pense qu'il faut repartir sur un nouveau cycle. Les dirigeants parisiens, alors c'est Campos, le directeur sportif qui est arrivé la saison dernière, a essayé de construire un nouvel effectif en donnant un peu plus de place à de jeunes Français. Il a aussi donné les clés à Christophe Galtier. Il y a beaucoup de millions qui ont été dépensés. Il y a un joueur comme Vitinha aussi qui est très intéressant qui est arrivé, même Au si total, là, je crois que c'est 150 millions d'euros sur le dernier mercato. mais à voilà, peu près, justement, hein. ils ont tellement investi Mercato sur d'été, ce bien sûr. mercato d'été avec des profils alors qui n'ont pas tous donné, on va dire, entière satisfaction, que sur le mercato d'hiver, quand il a fallu ajuster un petit peu et trouver de nouveaux profils, ils étaient à sec, les Parisiens, et ça ne s'est pas fait. Les cadres et les stars
où les joueurs, comme tu dis, que l'on dit qui sont les meilleurs du monde, ne montrent pas l'exemple. Donc du coup, t'as beau rajouter des pièces qui sont peut-être moins forts ou pétris de talent, mais eux non plus ne sont pas à 100%. Et le problème, c'est ça, c'est que ces joueurs ne sont pas à 100% quand ils sont sur le terrain. Et quelles sont les solutions du coup? Est-ce qu'il faut changer l'entraîneur, Philippe? Mais non, Galtier il est très bien. Non, pour moi, il ne faut pas changer l'entraîneur. C'est changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en haut, et puis revoir. On parle déjà de Thomas Tuchel, peut-être un retour. Ouais, il parle de beaucoup de monde, c'est toujours pareil. Hein, je sais pas si Zidane peut-être aussi. Ouais. Mais je pense qu'il faut enlever toutes ces stars, il y a quelques-uns, et puis tu te rends compte, rien que le salaire de Messi, combien de bons joueurs que tu peux prendre à la place, qui vont jouer collectif, qui vont pas jouer. Quand on regarde le match contre le Bayern, Messi, même Mbappé, ils ont été inexistants. Même Messi, on comptait sur eux pour débloquer. C'est là qu'on doit les voir. Pourquoi est-ce qu'ils sont inexistants? C'est aussi parce qu'il n'y a pas la capacité. Parce que pour avoir des ballons et pour dominer un match, c'est ce qu'on disait quand PSG l'OM, c'était 2 matchs avec les mêmes effectifs quasiment, et 2 états d'esprit complètement différents et 2 résultats différents. Là, si l'équipe n'alimente pas devant, bah tu ne peux rien faire. Juste pour rebondir par rapport à ça, mais aller du côté des supporters, le président des Ultras, là, c'est Beaufredo qui s'appelle, c'est la première fois depuis qu'il y a le QSI qui s'exprime, qui dit qu'il est dégoûté, qu'il est complètement... Là, je ne sais pas ce qui va se passer contre Rennes dimanche, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'y serai. C'est génial que Paris perde le championnat. Mais bon, voilà, il est vraiment dégoûté, et c'est tous les supporters. Jean d'abord. Vas-y. Jean a levé la main en premier. Non, mais juste, c'est un exemple. Moi, je regardais le match, et c'est un exemple de comportement. Mbappé, on le sait, c'est celui qui tient le PSG à l'heure actuelle. C'est un excellent joueur. C'est okay. Plus honnête, il a dit on a fait notre maximum, c'est notre maximum. Sauf que avoir fait son maximum, alors moi je suis pas un pro foot, d'accord, mais avoir fait son maximum. Lorsque je vois un Cristiano Ronaldo comme il se démène sur un terrain de foot à courir partout. Moi j'ai une image du Portugal quand ils étaient menés là, et où ils couraient partout, parce que ils étaient menés et que ça allait pas. Et quand je vois quand même le comportement de Mbappé, qui est un super joueur, certes, je reviens pas là-dessus, mais quand même, il a quand même pas un rendement d'un mec qui veut se défoncer pour l'équipe, hein, parce qu'il couvre pas énormément de terrain quand même. Hein. Certes, quand il a le ballon, il fait la différence, il a ses qualités. Mais dans l'état, non mais il va pas le chercher non plus. Dans l'état d'esprit, oui, mais c'est tout comme ça. Je pense que c'est quand même l'esprit général du groupe, c'est que on se repose un peu sur. Mbappé, il a le même comportement. Hein. Et ça m'a. Mais c'est juste avant que Grégory va dire quelque chose. Très rapidement, parce que Grégory a envie de parler. Je rebondis sur lui parce qu'il a dit Mbappé a dit on a fait le maximum. Non. Et il a dit Mbappé, il a dit c'est le maximum que l'on peut faire. Oui. Et là, il a dit au mois de septembre. Au mois de septembre, il l'avait déjà dit. Et il l'a redit là. Juste voilà. Non, mais juste dire, moi, clôturer, pour moi, le vrai problème, c'est l'institution PSG. Il y a de nombreuses personnes qui l'ont dit, qui sont même passées par le PSG. Ibrahimovic, à l'époque, elle avait dit qu'il y avait pas les structures d'un grand club, en tout cas, qui se fixait ce genre d'ambition. Carlo Ancelotti aussi s'en était allé, il a accepté la séduction du Real Madrid à l'époque parce qu'il avait été assez agacé qu'on le remette très vite en question. Il y a un vrai problème d'institution. Le cas Serge Aurier, qui est assez aussi problématique, qui dit aussi combien un entraîneur peut être remis en question. Serge Aurier, je rappelle, il avait insulté son entraîneur Laurent Blanc à l'époque, on l'avait mis en dehors du groupe, la décision avait été vite prise à l'époque et on l'a réintégré assez rapidement, alors qu'il avait quand même été il a été l'auteur d'une erreur assez manifeste, une faute professionnelle. Il aurait dû même carrément être viré du PSG. Les nombreux débordements, etc. Avec le président qui était venu le voir pour son match quand il était avec la réserve. Donc c'était la critique. Et après, sur l'effectif, quand on prend les entrées du Bayern face au PSG, il y a Gnabry, il y a Leroy Sané, les joueurs comme Joao Cancelo qui sont entrés. On est quand même sur un effectif d'une autre envergure pour lutter pour les premières places en Ligue des Champions. Et moins cher également. Alors le PSG est quand même toujours en course pour emporter un 11e titre de champion de France. On fera un nouveau point d'ici à la fin de la saison, et je rappelle que le PSG va s'installer cet été dans son nouveau centre d'entraînement à Poissy. Peut-être qu'ils remporteront la Ligue des Champions quand ils seront à Poissy, on ne sait pas, on verra l'avenir. Alors on va maintenant passer à notre troisième thématique. Elle concerne la boxe. 10 mois après sa défaite contre Martin Bacolé, l'Yvelinois Tony Oka a perdu contre son compatriote Carlos Takam ce samedi soir au Zénith de Paris.
Après 10 rounds intenses, les arbitres ont décidé de donner la victoire à son adversaire âgé de 42 ans. L'avenir du boxeur originaire de Chanteloup-les-Vignes s'obscurcit. Tony Yoka a dit vouloir revenir plus fort dans les prochains mois, mais après 2 défaites consécutives, il paraît aujourd'hui peu probable de voir les Viennois décrocher un titre de champion du monde dans le futur, en tout cas dans les prochaines années. Alors la question sur cette thématique, Tony Yoka sera-t-il champion du monde ? Je ne donne pas de limite de temps, champion du monde. Non. Ah, tout le monde est catégorique autour de cette table. Yann, pourquoi ? On l'avait déjà dit avant le combat. C'était déjà le combat de la dernière chance pour pouvoir reprendre une place dans la hiérarchie mondiale. Voilà, là il perd contre Bacolé, pardon, contre Takam. Vétéran maintenant, même si dans la catégorie des lourds, l'âge n'est pas trop problématique. D'ailleurs, Takam parle de monter un combat contre Bacolé. Voilà, c'est comme quoi. Hein. Voilà. Yoka mène à tous les chemins. Surtout, mais en plus, ce sont Bacolé et Takam, ce sont 2 combattants d'origine africaine. Donc du coup, il y aurait un truc un truc un peu plus sympa en plus dans l'histoire. Mais c'est vrai que là, pour Tony Yoka, les portes se referment, quoi. Donc alors. Ouais, parce que là, il avait quand même. Ouais, alors est-ce que c'était le manque de compétition ? Parce que c'est vrai que 10 mois sans combat, ça fait beaucoup. Mais oui, c'est le temps de prépa, on est d'accord, mais généralement ils essayent d'en faire tous les 3-4 mois, mais je suis assez d'accord sur ce genre de combat. 10 mois de préparation, ça me semble pas être anormal, et donc ouais, là ça va être très, je pense que ça va être compliqué de pouvoir avoir des clés, tout simplement. Jean, vous qui le suivez, Tony Yoka, depuis quelques années. Alors pour moi, est-ce que vous avez été déçu déjà ? Alors, oui, déçu parce que oui, on attendait, voilà, on espérait. Pour moi, Tony Yoka ne sera pas champion du monde parce que Yann l'a dit, l'échéance là pour pouvoir prétendre aller chercher un titre champion du monde, ça s'assombrit de plus en plus. Mais outre ce phénomène, je pense que sur le combat par lui-même. Il n'a pas de punch, quoi. Il n'a pas de punch. On a un Takam à 42 ans qui a mis des coups qui ont fait mal. Il a une tête de plus, il a une allonge, il a une envergure beaucoup plus impressionnante que lui. Les coups, parce que techniquement, il a passé une boxe qui aurait pu être efficace, sauf que ses coups n'ont pas porté. Ses coups n'ont pas marqué Takam. Et aujourd'hui, je me pose la véritable question, est-ce que Tony Yoka est vraiment le champion, le grand champion que tout le monde veut bien qu'on se dise, quoi. Parce que finalement, les 2 grands combats qu'il a eus dans sa carrière, parce qu'après, on disait là, les videurs de boîte et les bouchers du Macumba. Bon, mais là, il a eu quand même Bacolé et Takam, qui sont les 2 références, et il a perdu les 2 combats. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'en a pas fait un grand boxeur avant qu'il ait des résultats? C'est un petit peu là aussi le problème français, quoi. On met les sportifs au niveau avant qu'ils le fassent sportivement. Et je pense que dans le cas de Tony Yoka, c'était malheureusement, ça lui a desservi parce que, mais même si techniquement il a progressé, mais le résultat, moi j'ai trouvé qu'il a énormément manqué de punch et de puissance dans ses coups. Voilà. Philippe ? Oui, il y a beaucoup de choses. Je veux dire, on l'a vu dès qu'il est arrivé pour combattre, on lisait sa peur sur lui. Ouais, c'est vrai. On lisait sa peur sur lui. On voyait qu'il avait peur. C'est incroyable, je veux dire. Au contraire de Takam, d'ailleurs. La presse lui a mis un peu la pression. Il avait la pression, il avait la dernière chance peut-être pour Yoka. Pour tout dire, il a signé avec Canal+, un gros contrat, comme d'1 million d'euros, pour 15 combats. Il lui en reste 2, dont un le prochain, le 24 juin, on ne sait pas encore contre qui, enfin bref. Après, il ne sait pas ce que c'est. En plus, c'est 250 000 euros par combat qui touche en plus. Ouais, faut regarder ça. Et là, je me dis... c'est quand même, je veux dire... je pense qu'aussi, Takam l'a dit, lui, il n'a que 5 personnes dans son entourage. Comme Tony Yoka, il en a 20.
C'est quand même incroyable quand même. 5-20. Est-ce que c'est pas aussi un problème d'entraîneur quand tu vois qu'il était quand même beaucoup plus grand, il allonge est beaucoup plus, il y a 10, plus de 10 cm, plus de 10 cm d'écart. Et ça se voyait physiquement sur le Il n'a ring. jamais réussi à le mettre à mal. Alors subi que le les machins, combat. je dis c'est que c'est quand même, je veux dire, mais il l'a dit, Takam l'a dit après, il en a encore reparlé aujourd'hui, il en a encore reparlé. Je veux dire, voilà, il y a. Est-ce que c'est son entourage, pas lui, il a des capacités si tu veux, mais là plus il va aller, plus il va être, Est-ce qu'il va avoir des capacités mondiales? Ce qui est, moi, quand j'entends les spécialistes de boxe en parler, tout le monde dit qu'il a une vraie boxe. C'est un très bon boxeur. Techniquement. Maintenant, Maintenant, la puissance, mais moi je l'ai pas vu. Non, subi. Ça montre qu'il y a un monde entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. On peut briller effectivement, avoir des médailles olympiques, mais derrière, quand on passe sur le niveau professionnel, c'est autre chose. Moi aussi, je suis de l'avis des camarades. Je pense que il sera pas champion du monde. En tout cas, ça va être très compliqué. Pour deux raisons. On sait que la boxe professionnelle, il y a aussi très peu d'occasions qui se présentent dans la carrière d'un boxeur pro. Alors, il a que 2 défaites, il en faudrait pas une de plus parce que là, je pense que ça annihilerait vraiment totalement ses chances. Mais ça reste compliqué. Il a eu ces 2 opportunités, Bacolé, Takam, avec des profils plus ou moins similaires. Takam, certes, un peu plus petit que Yoka, mais quand on l'a vu arriver sur le ring, voilà. Moi, j'avais peur pour Yoka quand j'ai vu Takam arriver sur le ring, très sûr de lui, 42 ans. Bon, sa carrière, l'essentiel de sa carrière. Il a l'expérience, 40 victoires, 7 défaites, 1 nul. Il a fait des gros matchs contre Joe Joyce, Anthony Joshua. Donc c'était pas non plus. C'est pas un tocard comme on dit dans le jargon. Alors lui, il a peut-être pris aussi un peu comme un jubilé, quoique il veut encore combattre derrière. Donc il arrivait sur le ring sans pression. Au contraire de Yoka, moi je suis d'accord avec Philippe. Moi je l'ai senti tendu avant le match. Il est apparu sur le ring 30 minutes peut-être avant le combat. Et on sentait, il avait ses petits écouteurs, on sentait qu'il était dans sa bulle, mais dans une bulle pas forcément très saine, j'ai l'impression. Il était pas totalement concentré sur ce combat. Et je me questionne moi sur son niveau réel. Alors peut-être qu'il a effectivement une très bonne technique, mais là dans ce combat il a été plutôt sur la défensive. Il a été dans la stratégie de plutôt accepter les coups de Takam, mais il l'a mal fait. Il a très peu tenté dans ce combat. Et donc moi je me pose aussi la question du niveau réel du boxeur. Et je rejoins Jean sur est-ce qu'on l'a pas mis trop vite avec ce gros contrat juteux avec Canal+, de le suivre dans sa conquête, alors qu'on sait que un titre mondial ça se construit sur plusieurs années. Est-ce qu'il n'a pas voulu aller trop vite, aller trop tôt sur ce titre mondial, et peut-être plutôt que de le construire sur la durée? Moi c'est la question que je me pose aujourd'hui. Après Takam a félicité quand même, il faut le reconnaître, Yoka, il a dit que c'était l'avenir de la boxe française. Donc, mais bon après voilà. Il a été dans le fair play. Il n'est pas usé, Yoka, il a 13 combats professionnels. Oui. 13 combats, 11 victoires et du coup 2 défaites. Il a que 30 ans, il a encore pas mal de... 31 ans, il va avoir 31 ans là, dans les prochaines belles choses devant. 5-6 ans, c'est clair que c'est largement jouable, mais... C'est là-dedans. Est-ce qu'il va avoir des adversaires vont accepter de combattre contre lui pour des titres mondiaux? Ça reste moins sûr. Jean. Techniquement, moi, ce qui me fait peur et ce qui m'a vraiment interpellé sur ce combat, c'est qu'il avait quand même une allonge beaucoup plus supérieure à son adversaire et que c'est lui qui aurait dû mener le combat en le tenant à distance avec une allonge puissante, avec une allonge pour le tenir à distance. Et chose qu'il n'a pas fait parce qu'il plaçait ses directs du gauche, il plaçait ses allonges, mais c'était des touches, c'était pas pour le repousser, c'était plus des touches pour le maintenir, mais Takam rentrait quand même et c'est lui qui portait les coups les plus et c'est plus un problème de coaching ou c'est la faute de alors Yoka? là je suis pas un spécialiste vraiment précis sur la boxe, moi c'est mon ressenti à la vue du combat. Est-ce que c'est un manque de préparation? Il y a certainement un manque de préparation. Physiquement, il y a une photo tout à l'heure, on a vu une photo des deux combattants. Quand on voit la musculature de Takam et qu'on voit la musculature de Yoka, et sur le combat, personnellement, je me suis fait la remarque, j'ai dit, mais il a maigri Yoka, il a fondu. Et sur le combat, il a pris 4 kilos. Oui, il est plus lourd. Il a jamais été aussi lourd. J'ai entendu les commentaires et ils ont dit qu'il avait pris 4 kilos. Alors, oui, il a pris 4 kilos, mais quand on voit les bras de Takam sur le combat et les bras de Yoka, on se dit que la puissance, on sait où elle était. Et le résultat, il est là aussi. Il est arrivé sur scène avec son peignoir ouvert, là, on voyait ses muscles saillants. Moi, j'étais pas dans le meilleur mood pour. Il met des coups, Takam, ça ne lui fait pas mal.
Donc du coup, il n'a pas peur d'approcher et d'aller mettre sa puissance à lui, parce qu'en effet, Takam, il a la puissance. Donc bah oui, en effet, pour l'instant, Tony Yoka, il lui manque. Il a la capacité de placer ses coups, mais il n'a pas la puissance pour faire. Il n'a pas l'efficacité. Il place ses coups. Bah, il fait pas mal à ses adversaires. Bon, en tout cas, on va continuer à suivre Tony Yoka. Il y aura prochainement d'autres combats, sûrement des plus petits combats à l'avenir pour Tony Yoka, qui va essayer de remonter petit à petit au classement de la boxe pour viser peut-être dans les prochaines années un titre de champion du monde. On passe à notre page débat. Alors on va maintenant parler de cyclisme. Ce dimanche 5 mars, le Paris-Nice, c'est parti pour la 14e année consécutive depuis les Yvelines à la Verrière. C'était une grande première pour la commune de 6000 habitants qui a travaillé pendant plusieurs mois pour préparer cette journée placée sous le signe du cyclisme. On l'écoute. Très 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 grande fierté pour la Verrière d'accueillir une compétition hors norme avec des milliers de spectateurs qui sont attendus, avec beaucoup de téléspectateurs du monde entier qui auront les yeux rivés sur la Verrière et le Mesnil-Saint-Denis. Donc c'est une fierté. On a aussi un très beau village d'animation et j'ai pu voir beaucoup de joie, beaucoup de sourires pour tous les âges, avec notamment de nombreux enfants sur une thématique très populaire, le vélo, qui parle à tout le monde, qui rassemble. Et donc c'est un moment unique pour la Verrière, pour l'histoire. Vous avez suivi un petit peu cette première étape à la Verrière? Vous avez trouvé ça comment? À part une qui a été annulée pour cause de vent vers Nice, mais ouais, je pense que moi je me dis que même si c'était des étapes qu'on disait roulantes, si tu veux, il y a eu quelque chose. Il y a eu une attaque de Pogačar voilà, et je trouve que déjà ça a joué parce qu'il a pris 6 secondes et ça lui a permis d'être devant après et tout. Il y a eu c'est vrai, certes 2 arrivées au sprint, mais je pense qu'ils ont été beaucoup au départ dans le 78 et je trouve que c'est moi j'ai trouvé, bon bien sûr on parle des Yvelines, mais je trouve que ça a été une belle course en plus. Une bagarre à 3, presque à 2, je dirais, parce que en plus un Français deuxième, ça fait depuis, je crois, Arthur Vichot, je crois depuis 2014, je crois qui avait fini 3e, je crois, ou 2004 ou 2014, ouais c'est ça. Et Gaudu a montré de la résistance à Pogačar qui était au-dessus largement. Belle première étape où il a jeté les prémices de son succès. Pogačar, bon, comme d'habitude, on est content. On voit les beaux plans aériens des Yvelines, les passages classiques, les passages connus, hein, cette côte des 17 tournants notamment. Et voilà, pour la ville de la Verrière, ça permet une grande première. Hein, ça permet d'avoir ce type d'événement pour une ville, on sait, qui est en mutation, qui essaye de changer aussi son image au quotidien. Donc c'était une belle chose pour les habitants que d'avoir ce bel événement, et avec en plus des cyclistes de renom. On parlait de ce duel cette saison qui se lance avec ce duel Pogačar-Vingegaard. On a eu les prémices de ce duel qui va se lancer sur cette saison. La Verrière, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? En fait, avec un tout petit peu de recul, quand je vous entends, je dis, en fait, ça m'énerve. Parce que quand vous les voyez monter justement les 17 tournants, ou vous, quand vous y êtes tous les dimanches ou régulièrement le dimanche, vous en bavez, et que eux, là ils vont passer, et eux, c'est tellement. Et je me souviens d'ailleurs, une des premières images que j'ai d'un peloton professionnel monter les 17 tournants, il y avait un ravitaillement juste en bas et Gilbert Duclos-Lassalle prend une musette et monte tous les 17 tournants en piochant dans la musette, etc. Les mains sans les mains. Et vous, quand vous êtes dans les 17 tournants, vous en bavez. C'est la différence entre toi et un sportif de haut niveau? Non, c'est pas bidon. Mais c'est un esprit de course. Je pense que si on l'a passé en course, ce serait différent. Quand on est à l'entraînement, on n'a pas les mêmes envies. Alors, le lendemain, mais par contre, c'est vrai que même Milon-la-Chapelle, etc. Et on a vu, pour moi, un des plus beaux Paris-Nice depuis très très longtemps. Alors attendez, ne vous avancez pas sur la question. Alors le lendemain, le 6 mars, la petite commune de Bazainville a accueilli l'épreuve pour la première fois. Le maire de Bazainville avait encore du mal à réaliser. On l'écoute. Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est de voir beaucoup de gens venir sur Bazainville, et j'espère que notre village leur plaira, de voir les élèves de l'école heureux comme tout, en voyant les cyclistes, les motards et toute l'organisation. Je ne pense pas qu'on puisse nous le reproposer, hein, et donc ça sera une fois, mais je vous dis, quand ça sera fini, je pense que je pourrai savourer.
Alors ce départ depuis Bazainville, on voit un maire heureux, c'est un petit peu ça aussi l'esprit du Paris-Nice, Grégory. Bah oui, c'est ça, c'est de donner l'opportunité à ces petites villes d'avoir des événements de cette ampleur. C'est pas tous les jours qu'on a une course cycliste de cette ampleur. Voilà, même si c'est que le Paris-Nice, ça reste quand même une compétition connue. C'est la course au soleil, voilà. Ça reste quand même une belle compétition. Oui, il a dit que c'était une fois dans une vie, hein, peut-être le Paris-Nice à Bazainville. Le Paris-Nice, le départ, Tirreno, c'est vrai qu'Adriatico, on a plus parlé de Paris-Nice que c'est vrai, la preuve, hein, je veux dire. Donc non, je pense que Bazainville, c'est une belle course. Bazainville, c'est des très bons souvenirs parce que il y avait une course qui s'appelait Bois d'Arcy-Bazainville, niveau régional, et avec une arrivée dans une bonne côte avec un circuit. Et c'est vrai que malheureusement, ces courses amateurs, elles disparaissent aussi. Parce que le cycliste a un peu mauvaise image, c'est embêtant de bloquer la circulation pour des cyclistes amateurs. Alors on arrive toujours à le faire pour des grandes épreuves World Tour, mais c'est vrai que le cycliste amateur se retrouve quand même lui dans des zones industrielles pour pouvoir faire ses compétitions, et c'est un peu dommage. Alors, les spectateurs ont pu voir les deux cyclistes les plus en vue du moment, le Slovène Tadej Pogačar et le Danois Jonas Vingegaard. Les deux coureurs ont porté les 3 derniers Tours de France. Paris-Nice, c'était un peu une avant-première avant que les deux hommes s'affrontent de nouveau sur la grande boucle cet été. On écoute le directeur d'ASO. C'est un plateau absolument phénoménal, oui, la revanche du dernier Tour de France qui a enthousiasmé tout le monde, c'est formidable de la voir dès le mois de mars. Ça va être un combat des chefs, ils ont montré dans les premières courses de l'année en Espagne, chacun de leur côté, qu'ils étaient très très forts, qu'ils ont gagné quasiment toutes les courses dans lesquelles ils étaient inscrits. Et là, c'est vraiment le combat des chefs qui nous attend avec d'autres coureurs de talent. C'était le premier jour à la Verrière. Depuis, Pogačar a remporté ce Paris-Nice. La question sur cette thématique, est-ce que c'était le plus beau Paris-Nice du 21e siècle qu'on a pu voir dans les Yvelines? Quand on voit ce plateau. Oui. De ma mémoire, oui. Ouais. Du 21e siècle. Et alors, oui, pour vous, bon, vous êtes tous d'accord. Après, il y a une. Alors, Yann Dujarier. Ouais, je me souviens toutes les étapes, sauf celle de cette année, d'ailleurs. Ah non, j'étais pas au départ, mais je me souviens d'un beau Paris-Nice où Alaphilippe avait porté le maillot et avait peut-être gagné un contre-la-montre, et donc. Voilà, l'attrait des Français avait été et donc je me souviens, il doit perdre sur la dernière étape pour pas grand chose, donc il avait une défaillance dans les deux dernières étapes. Christian Prudhomme parle de scénario à la Hitchcock sur le Paris-Nice à chaque fois. Toutes les années. En effet, c'est clair que c'est une course qui généralement se joue à très peu de temps. Cette année, ça n'a pas été le cas parce que Pogačar a été vraiment dominateur, et même je trouve que ce garçon est même intelligent dans sa construction de course, parce que il savait qu'il y avait une étape qui jouerait en sa défaveur, le contre-la-montre par équipe, où en effet il perd une 40aine de secondes sur le contre-la-montre par équipe, mais comme il avait été marqué des points, des secondes sur les sprints bonification sur les étapes précédentes, mais finalement à la sortie de ce contre-la-montre par équipe, il était à une 20aine de secondes seulement du leader de la course, qui n'était même pas Jonas Vingegaard à ce moment-là. Donc du coup, il reste dans le match. Et c'est vrai que je trouve que dans l'intelligence parce que c'est vrai que se retrouver à 40 secondes, c'est plus la même chose. Là non, il avait été marqué des secondes bonificatives au préalable, et ça lui a permis de rester dans le match et de pouvoir asseoir sa victoire sur les 2 étapes qui lui ont suffi. Après, il gagne 3 étapes sur Paris-Nice. Aujourd'hui, pour moi, le seul regret, c'est qu'il manque une victoire française sur une étape, et là, ça aurait été top, piscine. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de ce Paris-Nice quand on voit le plateau, surtout, quand on voit le plateau de Paris-Nice, les sportifs. Le plateau de Paris-Nice était fabuleux cette année. Personnellement, je préfère le praliné et je préfère le Paris-Brest, mais c'est personnel, c'est un avis personnel. Mais sinon, Paris-Nice, pourquoi pas, j'en ai jamais goûté. Mais ça viendra, peut-être que ça viendra. Non, tout a été dit. Tout a été dit. Et c'est vrai qu'une course prestigieuse comme le Paris-Nice, elle est prestigieuse par rapport au plateau
des sportifs qui viennent la courir. La petite cerise, il manquait juste un Egan Bernal, je pense, qui avait dû... qui a dû annuler quelques jours avant. Il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Je suis pas sûr que. Qu'il ait voulu s'y atteler. Non, mais. Non, parce qu'il s'est dit, non, je préfère attendre le Tour de France. Mais alors, ouais, pareil. Qui partira des Yvelines aussi, hein, je le rappelle, cet été depuis le Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. Terre de cyclisme. Terre de cyclisme, C'est exactement. pareil, il dit la revanche du Tour de France. Pour moi, c'est pas la revanche du Tour de France. Hein. C'est juste le round 1 de la saison 2023. La revanche du Tour de France, ce sera sur le Tour de France au mois de juillet. Voilà. La seule, je le disais déjà la dernière fois, dommage qu'il n'y ait pas un deuxième round avant le Tour de France entre les deux sur une épreuve comme le Dauphiné libéré par exemple. Mais voilà, c'est juste le round entre les deux. Entre les deux Paris-Nice compétitions, ils n'ont pas le choix dans la date et ils n'ont pas la possibilité de se retrouver. Ouais, ça a permis de montrer que la Slovénie, en tout cas les cyclistes slovènes sur ce début de saison sont en forme. Il y a eu Pogačar sur le Paris-Nice et Primož Roglič sur le Tirreno-Adriatico. Très rapidement, qui sera le vainqueur du Tour de France? Un petit pronostic, très rapidement. Un nom. C'est beaucoup trop tôt dans la saison. Non, je ne donne rien parce que c'est trop tôt dans la saison. Et la vérité du mois de mars ne sera pas la même au mois de juillet. Philippe Bolac. Pogačar. Godu, non. Non, Pogačar, je vois, ouais. Pogačar. Mais bon. Ouais, moi aussi, Pogačar. Moi, je suis très mauvais en pronostic. Hein. Mais justement. Mais Pogačar. Pogačar. Donc un Français va gagner cette année le Tour de France, je vous l'annonce. Alors, on va maintenant parler football avec un très bon début de saison et notamment un bon début de saison début d'année 2023 pour Versailles. Mais Versailles patine un peu ces derniers temps. Les Versaillais se sont inclinés contre Concarneau à domicile, un concurrent direct pour la montée. Ils se sont inclinés juste après face à Nancy à l'extérieur 2-1. Ils se sont repris ce lundi en battant à domicile la Bastia-Borgo 1-0. Les derniers du classement. Avec ces résultats, ils sont pour l'instant à la première place du classement avec un point d'avance sur Martigues. Au-delà du terrain, il y a des problèmes en coulisses. Michael Michet, en charge de recrutement, dit vouloir partir en fin de saison pour un climat plus sain. Il y a eu un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Chris. Ça bouge beaucoup en interne. On n'arrive même plus à suivre, nous, ici à TV78. Alors, la question sur cette thématique, le FC Versailles est-il en crise? Oui ou non? La question est un peu provocatrice. Alors pourquoi, Philippe? Moi je dis vous êtes partagé. En crise oui et non. En crise sur les résultats sportifs, non. Parce qu'ils sont premiers, c'est quand même pas mal quand même déjà d'être premiers, même s'ils sont 4 ou 5 équipes à être c'est serré. Mais en crise, oui, en crise au niveau extra-sportif. Changement d'entraîneur, changement de directeur sportif, des soucis dans l'effectif, des soucis au niveau des partenaires, c'est ça aussi. Des soucis qu'ils pensent que s'ils montent, ils vont pas pouvoir rester déjà à Versailles, c'est pas possible, pas pouvoir rester à Jean-Bouin. À Jean-Bouin déjà, ils ont qu'une tribune parce que ça suffit, 1000 spectateurs, c'est le maximum. Aller à Lille ou aller au Mans, comme ils le disent, c'est pratiquement impossible. En plus, s'ils montent en Ligue 2, ce qu'on a vu sur les dernières années, il y a eu le Restart, il y a eu, en parlant de l'Oise, Chambly, et il y a eu d'autres qui se sont expatriés. Tous les deux équipes-là, ils sont descendus en s'expatriant, ils sont descendus tout de suite. Et puis, je sais pas, non, c'est Versailles, faut qu'ils jouent à Versailles. Malheureusement, à cause du château de Versailles, est-ce qu'il y a, c'est pas possible, mais voilà. Donc, mais rien n'est fait, ils sont 4, voilà, on peut pas, voilà. Jean, pour vous, pas de crise pour le FC Versailles. Il faut quand même se souvenir que Versailles monte et que quand même ils jouent, ils sont premiers, comme vient de dire Philippe, ils sont premiers de poule. Alors certes, ils sont, c'est parce qu'ils sont pas sûrs de finir premiers, mais ils sont premiers. Ils montent quand même de division inférieure, avec certes de l'ambition, objectif de monter en Ligue 2, mais ils sont premiers. Et sûrement le plus gros budget du championnat. On est bien d'accord. Donc, parler de crise d'un club qui monte, alors que tous les clubs qui montent, dans n'importe quel sport collectif, on parle toujours déjà de maintien la première année, pour voir un petit peu prendre la température du niveau au-dessus. Là, on a une équipe qui monte, qui est première de poule, et on veut parler de crise. Au vu des résultats, je ne pense pas qu'il y ait une crise. Après, effectivement, si en interne, il y a vraiment des gros problèmes, mais qu'on ne le sait pas, mais sportivement, pour l'instant, ça se reflète pas. Une équipe qui est première, on ne peut pas dire qu'elle soit en crise.
Grégory. D'accord, mais pas de crise sur les résultats purement sportifs. On peut être peut-être un peu déçu parce que dans le championnat national qui est très serré, on a vu Versailles perdre 2 fois, gagner, reprendre la tête du championnat avec toujours Concarneau qui peut revenir à hauteur parce qu'ils ont un match en retard, les joueurs de Concarneau. Ça va très vite dans le championnat national et on peut être déçu effectivement qu'avec ces 2 contre-performances, ces 2 défaites d'affilée, Versailles aurait peut-être pu même creuser l'écart d'ores et déjà dans le championnat national parce que ça va très vite et ils auraient pu peut-être aller faire un coup à ce moment-là de la saison. Maintenant, est-ce qu'ils ont un bon rythme de champion? Ça, j'en doute parce que quand même ils ont 6 défaites cette saison. C'est ça, le bilan 12 victoires, 6 nuls, 6 défaites. 6 défaites, c'est peut-être un peu beaucoup. Enfin, à ce stade mais les de la autres clubs saison, ont perdu un peu plus. Oui, voilà. Heureusement, Martigues, je crois, a très peu de défaites, mais beaucoup plus de matchs nuls dans ce championnat de national. Donc moi, je suis un petit peu déçu. Voilà, ces 2 défaites d'affilée auraient pu permettre de prendre un petit peu d'avance. Maintenant, voilà, ils avancent effectivement entre guillemets à vue cette saison avec tous les problèmes extrasportifs, toutes les tensions en interne. Pour le moment, ça a l'air plutôt de marcher sur le terrain, mais moi j'attends de voir la suite avec impatience, voir si justement toutes ces coulisses vont pas à un moment jouer aussi dans la tête des joueurs. Thibaut Jacques qu'on a reçu récemment, qui nous disait qui affirmait que l'objectif maintenant c'était la Ligue 2 à ce stade de la saison, a dit que ils essayaient quand même de faire fi et essayer de faire abstraction de tous ces coulisses, mais il a pas nié qu'il y avait des problèmes en coulisses. On fera le bilan à la fin de la saison. Pour le moment, ça a l'air plutôt de bien se dérouler. Et en plus, Jean le disait très bien, pour un promu. On parle quand même d'un promu qui a certes des ambitions, mais c'est tout de même un promu. Ninjari. Oui. Pour vous, pas de souci pour le FC Versailles. Le FC Versailles va bien. Le FC Versailles, non, on va pas dire que le FC Versailles va bien, parce qu'on a connaissance de problèmes en coulisses. Maintenant, le FC Versaille aime la difficulté. Tout simplement, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Souvenez-vous l'année dernière il nous alimente pas mal finalement si on parle des sports. Oui, mais on a le PSG, mais on a aussi Versailles du coup. Souvenez-vous de l'année dernière du parcours en Coupe de France, qui a été un parcours très très difficile du fait de ne pas pouvoir jouer à domicile, même si, et voilà, de devoir s'expatrier à chaque fois. Et moi je pense que en effet le FC Versailles aime la difficulté. Donc quand tout va bien, ils sont pas contents. Donc comme ça va bien sportivement, il faut trouver des trucs pour aller chicaner. Donc, comme dans un couple, voilà, il y a des couples qui aiment bien chicaner pour faire vivre. Voilà, là c'est pareil au FC Versailles. Le problème du stade que soulève Philippe, c'est un vrai problème à élucider d'ici la fin de la saison. Ça c'est par contre. En effet, il ne faut pas passer. Enfin, de toute façon, après, c'est pareil. Si le PSG se délocalise au Stade de France, du coup, Versailles pourrait peut-être aller au Parc des Princes. Non, parce que le Parc des Princes, il va être refait. Donc voilà. Ils ont même parlé avec. Ils ont même entamé des discussions avec Créteil. Ils ont beaucoup de soucis avec les travaux Versailles, apparemment. Ils n'ont rien donné avec Créteil non plus. Ils auraient pu jouer à Duvauchel à Créteil aussi, ça n'a rien donné. Mais pour moi, s'expatrier à Lille au Mans, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà là, c'est pas possible à Jean-Bouin. En tout cas, on en parlera la prochaine fois parce que c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Dick Fosbury, l'athlète américain qui a créé le saut en hauteur sur le dos, décédé récemment. Toute cette histoire n'est qu'un accident. J'aimais sauter, mais je ne parvenais pas à franchir des barres élevées autrement que sur le dos. C'est donc un incroyable malentendu. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.